Chers amis, je suis David Vedmerick, le pilote de la banderole Destitution. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez été choisi pour donner votre avis suite à l'exposé que je vais faire de la stratégie de libération de la France. Évidemment, je suis novice dans l'enregistrement et la diffusion de YouTube. Je vous prie de m'excuser pour les ratés. Ce qui compte, c'est que ce soit quand même un échange. Donc, faites des commentaires, renvoyez-moi la balle. Je commence maintenant. Je vous livre 10 années de réflexion. C'est parti. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Alors, comme vous voyez, on est en ce moment sur le studio. Je manque un peu de préparation. Vous voyez maintenant tout ce que j'ai dû apprendre à faire. C'est parti pour la stratégie de libération. Je vous mets ça en plein écran. Hop. Alors, on va même passer maintenant. Oups. Voilà. Alors, pour aller vite, la stratégie de libération, ça part du principe qu'on doit vraiment se libérer. C'est-à-dire que ça, c'est un prérequis d'être d'accord là-dessus. D'être d'accord sur le fait qu'en France, une oligarchie a capturé le pouvoir, qu'elle est de censure, de contrôle des médias, de corruption et de prétendues élections. Elle impose une forme officiellement républicaine du régime. En pratique, elle contrôle les instruments clés tels que la présidence. Et donc cette nébuleuse qui est opposée à la démocratie, évidemment, mène des politiques qui sont contraires aux intérêts du peuple, qui sont contraires à nos valeurs. Et je ne veux pas qu'on débatte pendant des années et des années, parce que ça, c'est ce qu'il y a lu sur la plupart des blogueurs. Voilà, on perd du temps, on perd de l'énergie à dire à quel point ça va mal. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Et il faut quand même se rendre compte que les conséquences de nos actions ou de notre inaction, c'est sur plusieurs générations. Si on ne fait rien, c'est nos enfants aussi qui vont déguster 100 fois plus, 1000 fois plus que nous. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je pense au futur. Et tout ce qui impacte la France impacte aussi son futur. Enfin, je veux dire le monde entier. Voilà. Alors, une question, évidemment, c'est que la libération est nécessaire, mais est-ce qu'elle est possible? Parce qu'évidemment, si c'est impossible, bah, autant partir. Voilà. Question à laquelle on répondra évidemment après avoir vu cette vidéo. Alors, d'abord, un petit peu de théorie. Les 5 piliers du pouvoir. On va détailler ce sur quoi repose un régime, n'importe quel régime, une démocratie, une dictature. Ça repose sur des finances, les ressources monétaires dont dispose le régime, c'est-à-dire est-ce qu'il est très endetté, est-ce qu'il peut imprimer de l'argent, est-ce qu'il peut imprimer de la monnaie, est-ce que ces ressources sont contrôlées par exemple à Bruxelles en ce qui concerne la France, ou est-ce que la France peut emprunter, est-ce que la France peut imprimer de la monnaie. On a vu néanmoins que Macron peut endetter la France, continue d'endetter à hauteur de milliards d'euros. Donc on en parlera pour la suite. Voilà, un des premiers piliers du pouvoir, c'est la capacité à se financer. Le deuxième pilier du pouvoir, c'est l'administration, c'est-à-dire toutes ces personnes qui font vivre un régime, notamment parce que c'est un vivier de compétences humaines. Est-ce que cette administration, elle est formée? Est-ce qu'elle est corrompue? Voilà. Troisième source du pouvoir, c'est un peu, ça recoupe l'administration, mais c'est la branche de la justice, parce que cette branche-là a déjà une composante psychologique, puisque le régime est capable de dire toi tu es coupable, toi tu es coupable, et aussi une composante finalement aussi de force, puisqu'elle peut dire telle personne est privée de liberté. Voilà. Et la capacité à dire qui est coupable et qui n'est pas coupable, voilà, c'est un des engrenages très forts de n'importe quel régime. Un quatrième engrenage, la force. Ne vous faites pas un dessin. Est-ce qu'on peut matraquer les gens? Est-ce qu'on peut
tirer à balles réelles ou est-ce qu'on peut tirer avec des chars blindés sur la foule? Voilà. Est-ce que le régime dispose de tout ça? C'est évidemment la quatrième dimension du pouvoir en place. Cinquième dimension, la légitimité. Est-ce que le régime est perçu comme légal, comme légitime? euh, Est-ce que les gens s'informent essentiellement auprès des médias du régime? Voilà, toute cette domination psychologique, parfois qui va très loin à l'intérieur des consciences, parce que parfois les gens se raccrochent au fait que, oh, peut-être si la République disparaît, alors ce sera le chaos. Et donc, il y a un instinct aussi fort que le bébé qui va se réfugier chez son père, dans les bras de son père ou dans les bras de sa mère, c'est la légitimité du pouvoir. Est-ce que le pouvoir qui s'impose par la force, par son argent, par cette justice, par cette administration, est-ce que ce pouvoir, je l'accepte? Voilà. L'édifice du pouvoir n'est aussi solide que le plus fragile de ses appuis. Donc évidemment, si vous voulez que le pouvoir s'effondre ou récupérer ce pouvoir au profit d'un nouveau régime, eh bien, évidemment, il vaut mieux s'attaquer à la branche de ce pouvoir qui est le plus faible. Voilà. Donc il faut se poser la question, quelles sont les forces et faiblesses du régime en place, suivant les 5 dimensions qui sont là. Alors, si on fait le bilan des forces du pouvoir en ce qui concerne la République française, alors, concernant les finances, bon, certes, l'État français est endetté, mais on voit qu'il peut continuer à s'endetter avec des milliards et des milliards et qu'à court terme, ça ne pose pas spécialement de problème. Euh, si on compare aussi avec ce dont est capable actuellement la résistance, c'est des enjeux qui sont complètement avec des ordres de grandeur différents. Je pense que l'État français s'endette chaque seconde de bien plus qu'un budget que le moindre des partis en France, la moindre des médias de résistance. Voilà. Donc, mettons les choses en rapport les unes avec les autres pour voir que les capacités de ressources du régime financières, elles sont énormes. Euh, ensuite, des milliers de fonctionnaires, je n'ai pas regardé les chiffres, mais soyons clairs, euh, même s'ils peuvent se mettre en grève, la République française compte sur une administration quand même sérieuse, au sens où bah, elle fait le boulot. S'il faut aller verser le chèque des gendarmes, eh bien, le fonctionnaire du Trésor qui doit verser les chèques, il fait le boulot. Voilà. Donc, l'administration, enfin, le régime de ce côté-là, il repose sur une administration solide. Euh, la justice, officiellement, elle est indépendante, mais on voit que quand il s'agit de dossiers très politiques, elle est aux ordres par l'intermédiaire des procureurs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Regardons maintenant la force. Le régime repose sur quoi en termes de répression? Eh bien, il y a quand même 150 000 policiers et 110 000 gendarmes. Alors, il y a à peu près 10% d'entre eux qui forment l'élite de la répression, qui sont les CRS et les gendarmes mobiles. Mais quand il faut, eh bien, on donne un casque à un policier, on lui met une matraque entre les mains et il va matraquer. Donc, le régime peut compter sur eh bien, 260 000 forces de l'ordre, sans compter la police municipale, sans compter l'armée. Et tous ceux qui rêvent que l'armée un jour se révolte, ben, mettez les chiffres en comparaison. L'armée est bien moins nombreuse que les gendarmes et que les policiers. Et donc, même si toute l'armée rejoignait la résistance, enfin voilà, je vous dis, arrêtez de rêver, regardez les chiffres, regardez la force du régime. Ensuite, ce cinquième pilier, qui est le pilier de la légitimité, bah, celui-là, il faut regarder de plus près. Est-ce que la Ve République, elle est considérée comme légitime ou est-ce que les Français considèrent que le système est complètement pourri? Évidemment, ça dépend de chaque personne, de ceux qui ouvrent les yeux ou pas. Néanmoins, quand on fait le tour des autres piliers, on se dit que finalement, c'est le seul que la résistance peut couper. Et une fois que l'édifice du pouvoir devient bancal parce qu'il manque une des jambes, une fois qu'il n'y a plus de légitimité, eh bien, peut-être que la résistance va gagner. Je donnerai les scénarios, comment elle le fait. Alors, en ce qui concerne les élections, je rajouterai que finalement, chaque simulacre d'élection est un instrument pour légitimer le système. Et prenons bien conscience que tout le temps et les efforts que les gens investissent dans les partis et dans les élections, finalement, ça
c'est comme si l'oligarchie violait les Français et que ce peuple, en participant à ce viol de la démocratie, eh bien, ferme les yeux sur ce viol. Voilà, il ne porte pas plainte. Voilà, il se laisse violer. Le peuple est-il dupe? Alors, faisons maintenant le bilan de la résistance. Si on regarde les ressources monétaires, euh, c'est vrai qu'il y a des partis qui sont financés avec quelques millions d'euros. Hein, ça dépend d'entre eux. Si on regarde le mouvement d'institution, nous, ça se chiffre en quelques milliers d'euros. Hein, ça ne va pas chercher très loin. Pourtant, le peuple, lui, il a des milliards, mais tout ça, c'est distribué entre des chapelles rivales. Et en plus, quand l'opposition met la main à la poche pour essayer de se libérer, cet effort, il part dans des campagnes électorales qui se chiffrent en millions d'euros, ou parfois dans des manifestations, ça, je ne l'ai pas mis là-dedans, mais parce qu'on est dans les ressources financières. En tout cas, voilà, regardons à la fois cet immense potentiel de la résistance, et puis au final, à la fin, ça se chiffre par juste quelques petits millions d'euros qui vont en plus dans des partis rivaux. Donc tout ça est gaspillé. Vraiment, on voit que de ce côté-là, il y a une dissymétrie entre le régime capturé par l'oligarchie et la résistance. En plus, il y a une absence de stratégie de libération de corps d'officiers. J'ai mis ça en point numéro 2 pour faire écho à l'administration qui, elle, est formée, qui a un métier, qui passe toute leur vie, qui sont loyaux finalement. Hein. Si on sait qu'on est payé toute sa vie pour faire marcher le régime, et ben on fait partie vraiment des soutiens du régime. À côté de ça, la résistance est faite de volontaires comme vous et moi qui, demain, allons peut-être mettre notre priorité dans notre vie privée. Voilà, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. À quel moment on devient vraiment professionnel, au sens, pas forcément en termes d'argent qui nous est versé, mais vraiment en termes de compétences. À quel moment on prend vraiment au sérieux cette libération? À quel moment on gagne en compétences et on encadre les autres? Voilà, c'est pour ça que je parle de corps d'officier, parce que c'est la guerre et que le corps d'officier dans une armée, c'est la colonne vertébrale qui assure la compétence future, les prises de décision au niveau local et finalement qui est la clé de la victoire. En parallèle de ce, plutôt pour répondre aux capacités de violence du régime avec ses 260 000 policiers et gendarmes, euh, soulignons que finalement la moindre violence discrédite la résistance. Si jamais il y avait le moindre résistant qui allait frapper le moindre gendarme, eh bien, on perdrait potentiellement beaucoup de sympathie dans la population, la résistance deviendrait entachée. En plus, mettons les chiffres en relation, il faudrait livrer à la résistance, si vous vouliez faire une résistance, un soulèvement armé, combien de Kalachnikov pour espérer seulement gagner contre 260 000 gendarmes et policiers? Non. Voilà. N'essayez pas d'attaquer un dragon face à face. N'essayez pas d'attaquer l'ennemi sur son point fort. Il faut trouver le talon d'Achille. Voilà. Donc la, la, la violence armée, la force pour la résistance, elle est utopique et contraire aux valeurs. Voilà, c'est ma conclusion. Donc c'est pas la peine de se battre sur ce terrain-là pour des raisons idéologiques et pour des raisons pratiques. Ensuite, j'ai passé sur la justice, mais si on s'intéresse au cinquième point, qui est celui de la légitimité, quelle est la légitimité de la résistance? Regardons la réalité en face. Il y a un réflexe de soumission bourgeoise. Chacun vit tranquillement. L'ordre est encore à peu près respecté, malgré les viols, malgré l'immigration, malgré tout ça. On peut encore dépenser son argent en France. On peut encore aller au restaurant. Bon, il y a des histoires de passe sanitaire près. Mais voyons que finalement, ces habitudes de soumission bourgeoise, c'est le grand point faible à la fois de la résistance, mais le seul côté qu'on peut travailler. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on voit que les médias sont entre les mains de l'oligarchie, qu'en plus il y a de la censure, mais en face, c'est la porte ouverte à la résistance du côté des réseaux sociaux, du côté de l'émotion négative que suscite le président. Tout ça, on peut construire dessus pour renforcer la résistance. Voilà. Et le but, c'est de triompher. J'ai écrit dans le livre Les ailes de la libération plusieurs scénarios. Je pourrais continuer à les détailler, mais une fois que la résistance a gagné dans les têtes, elle peut gagner dans les institutions. Voilà.
c'est une de mes citations, quand le matraqueur aura compris que le peuple entier le considère comme un collabo, à lyncher lors de la libération, il se dépêchera de changer de camp. Donc, tous les gens qu'on a évoqués, policiers, gendarmes, administration, si la bataille de la légitimité est gagnée, ces gens-là, ils vont se dire, attends, je suis du côté des méchants, le peuple me déteste, je crains pour ma sécurité personnelle, je crains pour ma famille, parce que je suis étiqueté comme collabo. Voilà. Au bout d'un moment, la bataille des esprits, si elle est remportée, permet de gagner sur le terrain, sur tous les autres dossiers. Voilà. D'où la stratégie essentiellement psychologique, comme je dis, libération psychologique, priorité, délégitimer le régime. C'est le titre de cette section. Alors, concrètement, que fait le régime? Il fait des opérations psychologiques de soumission. Euh, on l'a vu avec la pandémie, on l'a vu avec le réflexe de peur de la guerre, mais pourquoi pas aussi tout le bruit autour de la dette ou de l'insécurité. Il y aura toujours un réflexe d'aller vers le pouvoir en place quand il y a de la peur dans la population. L'antidote, c'est l'encouragement. C'est pour ça que je remorque une banderole d'institution avec un avion et je vois que les gens me disent que ça nous a donné du courage. Voilà. Donc c'est la première étape de cette libération, c'est de créer une dynamique d'espoir et d'unité. Mais alors, comment? On va pas mettre 15 avions et puis les faire tourner en hiver. Bon, c'est une vraie réflexion. Comment on libère la France? Alors, scénario de libération partiellement de la légitimité. Allez, j'en raconte un. Euh, Supposons que des gilets jaunes viennent dans la rue. Voilà, 1 million. Voilà, le pouvoir n'a pas peur parce que le pouvoir peut mettre des dizaines de sections de CRS et des chars blindés s'il le faut. Mais s'il y a eu au préalable des rapports dans les renseignements généraux comme quoi la moitié des policiers étaient idéologiquement proches des gilets jaunes, euh, la peur commence à être instillée dans le camp du régime en place. Et par exemple, Macron peut avoir un hélicoptère à disposition pour s'enfuir. Et dès qu'il le fait, dès qu'il s'enfuit, c'est pas qu'il a automatiquement démissionné, mais ça continue de cisailler la légitimité du régime et il peut y avoir à un moment un effet boule de neige quand la plupart des Français ont déjà envie de cette libération, quand la victoire a été gagnée dans les esprits, la moindre victoire symbolique peut se transformer en étincelle, voilà, qui fait basculer, qui fait que les policiers transfèrent leur loyauté auprès de la résistance. Évidemment, il y a du boulot. Alors, comment on avance? Comment on fait gagner la résistance? On va revenir en arrière. Quelles sont les stratégies possibles? Alors, évidemment, il n'y a pas que celle-ci, mais j'ai voulu partager, j'ai voulu survoler les plus évoquées. Alors, il y a l'engagement immédiat, ras-le-bol, allez, on va à l'Elysée avec les fourches, on va les faire partir. Bon, à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on met 1 million de résistants dans la rue et qu'on n'obtient pas l'objectif voulu, il peut y avoir une désespérance, une fatigue, une perte de crédibilité. Alors, ensuite, ce qu'on entend souvent, c'est allez, on va tout bloquer, on va encercler la capitale, on va faire des grèves, on va désobéir, on va faire des boycotts monétaires, on va pas utiliser l'euro, on va pas utiliser ma carte bleue, voilà. Bon, la vraie question, c'est quelle est la masse critique? Moi, je veux bien que l'oligarchie commence à prendre peur à partir du moindre blocage logistique, mais ça veut dire quoi? Une grève qui fait vraiment peur. Ça veut dire quoi? Un boycott qui fait vraiment peur. Je pense que il faut qu'il y ait déjà plusieurs millions de citoyens engagés dans la résistance de manière disciplinée et compétente pour qu'il y ait une chance que ça gagne. En attendant, toute grève est une source de désordre et l'effet, c'est aussi qu'on peut perdre sur le plan psychologique. Au lieu d'avancer, la population rejette la résistance. Voilà. Moi, je connais plein de gens qui disent à chaque fois que vous faites un blocage, non, voilà. Et donc les gens vont ensuite reporter leurs efforts vers tel ou tel parti, soi-disant d'opposition. Voilà. Alors, une autre stratégie, c'est tous les gens qui rêvent de trouver un grand chef, voilà, le prochain De Gaulle, la prochaine Jeanne d'Arc. Tant qu'ils ne me connaissent pas tous mes défauts, peut-être qu'ils croient que c'est moi. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que je veux quelque chose de réaliste et que je suis pas là pour chercher une aiguille dans une botte de foin. Voilà. La fusion des mouvements, c'est encore pire. Ça veut dire que on demande à des gens qui se détestent de s'unir. Bon. Et puis les élections, voilà, n'en parlons même pas. Alors,
final, la seule stratégie qui me paraît valable, c'est la croissance de la résistance en organisation, ressources, compétences et légitimité. En organisation, est-ce que les résistants sont capables de structurer des actions? En ressources, est-ce qu'on est capable d'avoir des financements? Est-ce que on est capable d'avoir de l'enthousiasme? Est-ce qu'on est capable d'avoir de l'audience? En compétences, est-ce que les résistants sont très forts en communication? Est-ce qu'ils savent transmettre ces compétences? Est-ce qu'ils sont très forts pour faire passer des messages dans la population? Voilà. Et la légitimité, finalement, c'est l'aura qu'il peut y avoir derrière la résistance. Et plus le transfert de légitimité s'opère entre le régime et la résistance, et plus on va gagner. Voilà. Alors, je vais essayer de terminer rapidement. Stratégie de victoire. J'ai mis le titre de mon livre parce que tout ça, c'est aussi déjà dans le bouquin. J'évoque que c'est la guerre. Ça veut dire que c'est sérieux. Ça veut dire aussi qu'il faut compter les troupes, faire des bilans, avancer de manière finalement un peu organisée, scientifique. Si c'est la guerre, c'est pas juste la bagarre, non. C'est la guerre et on veut gagner, on veut libérer la France. Quel recrutement on fait, quel entraînement on fait de la libération. Et puisque la résistance n'est pas unie, qu'est-ce qu'on peut faire en l'absence de centralisation? D'abord, l'absence de centralisation, ça peut avoir un côté positif si on, si on, si on sait l'optimiser, c'est que le réseau travaille en différentes cellules et que du coup la dictature ne sait pas quoi fermer quand ils veulent fermer quelque chose. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un compte bancaire de la résistance, il faut qu'il y en ait des centaines, etc. Bon. Alors, dernier point. Ce qu'on doit éviter, oui, donc l'idée c'est de faire une formation. Pour faire croître la résistance, il faut faire une formation ouverte au mouvement existant, pour le faire croître en compétences. Voilà. Et il faut éviter l'épuisement, les divisions et les pertes de compétences. Alors, vers la victoire, hein, il faut que je change ça. On ne connaît pas la prochaine bataille, mais on forme l'armée de la résistance. Très important ça. On ne sait pas où et quand on peut engager la résistance, mais tant qu'elle n'est pas formée, tant qu'elle n'a pas grandi, on s'épuise à l'engager. Et inversement, une fois qu'on aura grandi, une fois qu'on sera organisé, il y aura des nouvelles possibilités qui apparaîtront. Est-ce que la libération, c'est avant Noël ou c'est dans 100 ans? Moi, j'aimerais bien dire, voilà, on se dépêche, on fait ça avant Noël. Évidemment, il y a plein de vidéos où j'ai dit, en 3 mois, on obtient la pétition, etc. Oui, il faut proposer des scénarios encourageants. Et il faut aussi être prêt à ce que ça prenne du temps si personne ne s'y met. Néanmoins, chaque fois que la résistance s'organise, c'est un pas de plus vers cette libération. Alors maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Vous savez qu'on organise un séminaire de formation, le premier, voilà. Participer, proposer des formations, si vous faites partie de cette élite qui a quelque chose à transmettre, pour former d'autres résistants d'élite, voilà. 6 et 7 décembre. On va généraliser les premières étapes de cette formation, comme je l'évoquais, que faire face à un gendarme, que faire pour diminuer le risque juridique lors d'une action, comment planifier une action, comment intégrer une action locale dans la stratégie nationale. Voilà. Ce serait bien qu'on crée un réseau de référents par spécialité pour que chacun puisse grandir dans sa spécialité ou au contraire épauler les autres. Voilà. Et puis cette armée, ces officiers de la résistance, ça doit faire preuve de professionnalisme, c'est-à-dire que dans ces formations, on doit pouvoir rendre compte du fait qu'on s'est formé, et donc il faudra y compris mettre des examens, des évaluations. Voilà. C'est juste un des volets du professionnalisme, c'est d'accompagner cette croissance dans les compétences par une émulation et par des évaluations. Alors, la bonne nouvelle, c'est que chaque incrément dans le professionnalisme augmentera d'autres volets que sont les ressources financières, parce que plus on sera perçu comme professionnel, plus les mécènes et les autres résistants seront d'accord pour nous financer. Et puis les ressources psychologiques, évidemment, à chaque fois qu'on est formé, on a plus de courage
et on donne de l'espoir à ceux qu'on encadre. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous le 6 et 7 décembre et commentez la vidéo. C'est parti. Ici Londres. Les Français parlent aux Français.